Il ne manquait que quelques minutes avant le oui, ce moment qui aurait dû sceller une vie de bonheur, mais une porte entrouverte et une conversation murmurée transformèrent le rêve en un cauchemar glacial. Ce que la mariée entendit n'était pas un secret, c'était une sentence. Et sa réponse ne serait pas le pardon. Le soleil de juin se levait sur la campagne d'Aix en Provence avec une douceur presque théâtrale, teintant d'or la pierre ocre qui faisait de chaque bastide, de chaque chapelle, un chef-d'œuvre à ciel ouvert. Dans l'un des plus anciens et prestigieux domaines viticoles, juste à l'extérieur de la ville, entouré de vignes centenaires et du parfum enivrant de la lavande, tout était prêt pour le mariage de l'année, celui d'Amélie et de Louis. Amélie ouvrit les yeux dans la suite principale, une vaste chambre au plafond voûté et dotée d'un petit balcon donnant sur le parc où, quelques heures plus tard, la cérémonie serait célébrée. Un instant, elle resta immobile, écoutant le silence paisible de la Provence, seulement rompu par le chant des cigales qui commençaient à s'éveiller. Un sourire illumina son visage. C'était son jour, le jour qu'elle avait rêvé avec une telle intensité qu'il en était devenu presque réel avant même d'arriver. Elle ne venait pas d'une famille aussi riche que celle de Louis, mais la sienne jouissait d'une grande respectabilité. Son père était un professeur d'université réputé à Aix-Marseille, sa mère une restauratrice d'œuvres d'art. Il lui avait enseigné la valeur de la culture, de l'honnêteté et de la bienveillance. Des valeurs qu'elle sentait avoir retrouvées en Louis, l'homme qui avait bouleversé sa vie. Elle l'avait rencontré 1 an plus tôt lors d'un vernissage à Paris. Louis était l'héritier de l'une des plus puissantes familles de financiers de la capitale. Pourtant, il s'était présenté à elle avec une simplicité désarmante. Il était beau, charismatique, et la regardait avec une intensité qui lui donnait l'impression d'être la seule femme au monde. Leur histoire avait été foudroyante, de celle qui semble écrite dans les étoiles. Il l'avait courtisée avec une galanterie d'un autre temps, avec des bouquets de fleurs inattendus, des week-ends romantiques dans les plus belles villes d'Europe, et surtout avec une attention constante à ses désirs et à ses pensées. Il avait conquis non seulement son cœur, mais aussi celui de sa famille, qui voyait en lui un jeune homme bien éduqué et sincèrement amoureux. On frappa doucement à la porte. C'était sa mère avec un plateau pour le petit déjeuner et les yeux brillants d'émotion. « Es-tu heureuse, mon trésor ?» lui demanda-t-elle, la voix tremblante. « Plus qu'heureuse, maman. J'ai l'impression que ma vie va enfin commencer, » répondit Amélie en la serrant dans ses bras. Les heures qui suivirent s'envolèrent dans un tourbillon de préparatifs et d'émotions douces. Ses amis les plus proches l'aidèrent à enfiler sa robe, un modèle en soie mikado, simple mais d'une élégance royale qui glissait sur elle comme une seconde peau. Le voile retenu par un peigne en argent ayant appartenu à sa grand-mère encadrait son visage radieux. Chaque détail était parfait, chaque chose était exactement à sa place. Le luxe de la fête était évident, mais jamais ostentatoire. Des guirlandes de lumière chaude suspendues entre les platanes, des tables impériales ornées de fleurs des champs et de céramique de la région, un quatuor à cordes jouant des mélodies classiques en fond sonore. C'était le luxe murmuré, celui du bon goût, exactement comme elle l'aimait. Quand son père entra dans la chambre pour l'accompagner, il s'arrêta sur le seuil, le souffle coupé. « Tu es la plus belle chose que j'ai jamais vue », murmura-t-il en lui offrant son bras. Amélie sentit son cœur se gonfler de gratitude. Tout était parfait. Sa famille était là. L'homme qu'elle aimait l'attendait, et l'avenir s'ouvrait devant elle comme une promesse de bonheur infini. Ensemble, ils parcoururent un couloir en pierre ancienne, dont les murs avaient été les témoins de siècles d'histoire. Le parc était proche, elle pouvait déjà entendre le murmure feutré des invités et la mélodie du violon qui se faisait plus claire. Elle flottait, légère, dans un rêve éveillé. Ils passèrent devant la porte entrouverte d'un petit bureau, une pièce où les hommes s'étaient préparés. De l'intérieur provenaient des rires masculins et elle reconnut immédiatement celui de Louis, un son chaud et enveloppant qu'elle aimait plus que tout. Elle sourit en son fort intérieur, l'imaginant plaisanter avec ses témoins, peut être pour relâcher la tension. Elle s'apprêtait à poursuivre, pour ne pas interrompre ce moment de complicité masculine, quand une phrase la cloua sur place. Elle entendit son nom, Amélie, prononcé d'une manière qui ne lui plut pas. Le rire qui suivit n'était pas joyeux, c'était un rire froid, tranchant. Le sang se glaça dans ses veines. Elle s'arrêta net, cachée de la vue par la porte massive, un battement de cœur soudain et violent résonnant dans ses oreilles comme un tambour de guerre. Quelque chose dans ce ton était terriblement faux. Le temps s'arrêta.
Pour Amélie, le monde entier se réduisit à ce couloir de pierre et à la voix de Louis qui, de l'autre côté de la porte, venait de prononcer son nom avec une inflexion qui ne lui appartenait pas, qu'elle n'avait jamais connue. C'était un écho déformé de l'homme dont elle était tombée amoureuse. Son père, à ses côtés, ne remarqua rien, perdu dans la solennité du moment, et fit un pas de plus vers le parc. Amélie se figea, retenant le bras de son père avec une force qui le surprit. « Attends une seconde, papa, j'ai oublié quelque chose », murmura-t-elle, la gorge sèche. Il la regarda, confus, mais acquiesça. « Je t'attends ici ». Amélie resta immobile, un pas en arrière de la porte entr'ouverte, le cœur battant à un rythme sauvage contre ses côtes. Le rire qu'elle avait entendu s'éteignit et fut remplacé par la voix d'un des témoins de Louis Grégoire, un homme qu'elle n'avait jamais vraiment apprécié, avec son éternel sourire de supériorité. « Allez Louis, admets-le », dit Grégoire d'un ton goguenard. « Pendant un moment, tu as eu peur de ne pas y arriver. » Une fille comme Amélie, si sérieuse, si provinciale, ce n'est pas exactement le genre de femme que tu fréquentes d'habitude. Un autre éclat de rire suivit, mais ce fut la réponse de Louis qui la transperça. « Peur, moi !»« S'il te plaît, Grégoire, ça a été bien trop facile, dit-il, et dans sa voix, il y avait une note de vanité cruelle qui lui donna la chair de poule. En fait, c'est sa naïveté qui a rendu le tout plus amusant. Un autre témoin, Philippe, ajouta « Je dois admettre que tu as eu du cran. Un pari est un pari, mais l'emmener jusqu'à l'hôtel, tu es un maître. Un pari. » Le mot résonna dans sa tête, vidé de tout sens. Quel pari? De quoi parlait-il? Louis continua, sa voix maintenant pleine d'orgueil, comme un acteur savourant les applaudissements après une performance magistrale. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? Il y a un an, à ce dîner, vous disiez que je n'arriverais jamais à me faire prendre au sérieux par une fille comme elle, la demoiselle Art et bon sentiment. Vous disiez qu'elle verrait tout de suite qui j'étais, et au lieu de ça, il fit une pause, savourant l'instant. Au lieu de ça, elle a cru à chaque mot, aux poèmes que je lui lisais, copiés sur Internet, aux discours sur l'importance de la confiance, aux promesses d'un avenir commun. Il a suffi de quelques week-ends romantiques et de quelques mots chuchotés au bon moment, et elle était complètement à mes pieds. Amélie porta une main à sa bouche pour étouffer une nausée. Chaque souvenir, chaque moment précieux qu'elle avait gardé dans son cœur était maintenant profané, réduit à une tactique, à un coup dans un jeu méprisable. Les roses rouges qu'il lui envoyait chaque semaine, la fois où il avait pleuré en regardant un film avec elle, lui disant que c'était sa sensibilité qui la rendait spéciale, la nuit où il lui avait juré un amour éternel sous les étoiles, tout était faux, une comédie. Et le meilleur, continua Louis, sa voix suintant le triomphe, c'est que mon père est ravi. Il se fiche du pari, évidemment, mais avec ce mariage, la famille d'Amélie va enfin nous céder cette petite parcelle de terrain près de la côte. C'est la seule pièce qui manquait pour notre nouveau projet hôtelier de luxe. Son père me faisait confiance. Il ne voulait pas vendre à une grande société, mais à son futur gendre, eh bien, il n'a pas pu dire non. Tin! Donc, non seulement j'ai gagné la caisse de Château Pétrus que vous me devez, mais j'ai aussi conclu une affaire à plusieurs millions d'euros pour la famille. Les rires de ses amis explosèrent, bruyants, vulgaires. C'était des sons d'admiration pour sa ruse, pour son manque de scrupules. Pour Amélie, ce son fut pire qu'une gifle. Ce fut la confirmation que non seulement l'homme qu'elle aimait n'existait pas, mais qu'elle, sa famille, ses sentiments n'avaient été que des instruments, des pions dans un jeu de vanité et d'argent. Elle sentit ses jambes flageoler. La robe de mariée, qui un instant plus tôt était un symbole de joie, lui semblait maintenant un linceul lourd et suffocant. Le parfum des fleurs de son bouquet lui donna la nausée. La musique du quatuor qui parvenait assourdi du parc n'était plus une mélodie d'amour, mais une marche funèbre. Son rêve n'était pas terminé, il n'avait jamais existé. Avec une dernière lueur de lucidité, elle comprit qu'elle devait partir, il ne devait pas la voir, elle ne pouvait pas leur accorder la satisfaction d'assister à sa destruction. D'un mouvement presque imperceptible, elle recula pas après pas, le dos pressé contre la pierre froide du couloir. Le froissement de sa robe lui parut un bruit assourdissant. Elle rejoignit son père, qui la regardait avec une inquiétude croissante. « Amélie, qu'y a-t-il? Tu ne te sens pas bien? Tu es pâle comme un fantôme. » Elle ne put répondre. Elle secoua la tête, saisit sa main et au lieu de se diriger vers le parc et son avenir en miettes, elle l'entraîna dans la direction opposée, loin de cette porte, loin de cette voie.
loin du cauchemar qui venait de devenir sa réalité. Amélie traîna son père le long du couloir, l'esprit complètement vide, mue seulement par un instinct primitif de fuite. « Amélie, parle-moi, tu me fais peur !» l'implorait-il, peinant à la suivre. Elle ne l'entendait pas. Ses yeux cherchaient une issue, une cachette, un endroit où le monde pourrait cesser d'exister, ne serait-ce qu'un instant. Elle trouva une petite bibliothèque, une pièce sombre et silencieuse, remplie de livres anciens. Elle se libéra de l'emprise de son père, se glissa à l'intérieur et ferma la porte à clé derrière elle. Le déclic de la serrure fut le son qui fit s'effondrer sa fragile digue intérieure. Le dos appuyé contre le bois massif, elle glissa lentement au sol, sa robe de soie se gonflant autour d'elle comme un nuage inutile. Dehors, les voix devinrent plus agitées. Son père frappait à la porte. Sa voix, d'abord inquiète, puis franchement terrifiée, bientôt celle de sa mère la rejoignit. « Amélie, mon trésor, ouvre-nous. Quoi que ce soit, nous pouvons le résoudre ensemble. » Mais Amélie ne pouvait pas ouvrir, ne pouvait pas parler, elle était piégée dans un ouragan silencieux. Les pleurs vinrent, mais ce ne furent pas des pleurs libérateurs. C'étaient des sanglots secs, déchirants, qui secouaient son corps sans lui apporter le moindre soulagement. Elle se recroquevilla sur le sol froid, serrant ses bras autour de son corps, comme pour se maintenir, pour ne pas tomber en morceaux. Chaque mot de Louis résonnait dans son esprit, chacun de ses rires était un coup de poignard. Paris, naïve, trop facile, affaire de famille. Elle regarda ses mains. La bague de fiançailles qu'elle portait à l'annulaire brillait faiblement dans la pénombre. Combien de fois avait-elle regardé ce diamant, y voyant un avenir, une promesse, une vie d'amour? Maintenant, elle le voyait pour ce qu'il était, le symbole d'une farce, le prix de son humiliation. D'un geste de rage, elle l'arracha de son doigt et la lança dans un coin sombre de la pièce, entendant le bruit sourd de l'or heurtant le bois. Elle avait été stupide. Une sotte romantique, prévisible, stupide. Elle s'était laissée enchanter par un scénario écrit à l'avance, interprété par un acteur de talent. Et maintenant, il était là, dehors avec ses amis, probablement impatient de conclure le dernier acte de sa comédie pour ensuite aller encaisser son prix. L'image de Louis, riant, trinquant à sa victoire, alluma quelque chose en elle. Sous la couche glaciale de la douleur, une étincelle se mit à brûler. C'était de la colère. Une colère pure, lucide, presque primordiale. Colère d'avoir été trompée, colère pour sa famille entraînée dans ce jeu sale, colère pour l'arrogance d'un homme qui croyait pouvoir acheter et vendre les sentiments des gens comme de la marchandise. Les larmes s'arrêtèrent, sa respiration d'abord haletante devint lente et régulière. Elle se releva. Son regard se posa sur un miroir ancien accroché à un mur. Elle vit son reflet, une mariée fantôme, le visage strié de maquillage, les yeux rougis par les pleurs. Une victime. Et ce fut à cet instant qu'elle prit sa décision. Non, elle ne serait pas sa victime. Annuler le mariage, s'enfuir, ce serait une victoire pour lui. Il raconterait à tout le monde l'histoire de la mariée instable qui s'était enfuie à cause d'une crise de panique. C'est lui qui passerait pour la victime, le pauvre fiancé abandonné devant l'autel. Ses amis riraient encore plus fort. Sa famille trouverait un autre moyen d'obtenir ce qu'elle voulait. Et elle resterait pour toujours la fille simple et rêveuse qui n'avait pas supporté la pression. Il aurait gagné. Cette pensée était intolérable. Une idée, née des profondeurs de son humiliation, se fraya un chemin dans son esprit. C'était une idée folle, terrifiante, mais aussi incroyablement juste. Le mariage aurait lieu, la fête se tiendrait, il aurait son moment de triomphe. Elle le laissera atteindre le sommet de son château de mensonges, entouré de toutes les personnes importantes dont l'opinion comptait tant pour lui et sa famille. Et puis, de cette hauteur, ce serait elle qui le pousserait dans le vide. Elle ne voulait pas de son argent. Elle voulait lui prendre quelque chose que l'argent ne pouvait pas acheter, sa réputation, son honneur, son masque, un calme spectral s'empara d'elle. Ses mouvements devinrent précis, méthodiques. Elle trouva une salle de bain attenante à la bibliothèque, s'aspergea le visage d'eau froide encore et encore jusqu'à ce que la rougeur s'atténue. Heureusement, dans la petite trousse que sa mère lui avait donnée, il y avait un kit de retouche. D'une main ferme, qui ne semblait même pas être la sienne, elle arrangea son maquillage, effaçant toute trace de larmes. Elle se regarda de nouveau dans le miroir. La jeune fille anéantie avait disparu. À sa place se tenait une femme au regard de glace, les lèvres esquissant un sourire impénétrable. Elle n'était plus la mariée. Elle était un général se préparant à la bataille. Elle redressa les épaules, lissa les plis de sa robe et retourna vers la porte. Elle prit une profonde inspiration, la dernière de l'ancienne Amélie, puis elle ouvrit.
Ses parents, affalés contre le mur, la regardèrent avec un mélange de soulagement et d'angoisse. Amélie sourit, un sourire calme et rassurant qui n'atteignit pas ses yeux. « Excusez-moi », dit-elle, la voix étonnamment ferme. « J'ai eu une soudaine crise de panique. L'émotion, je crois. Mais maintenant, ça va très bien. » Elle regarda son père. « Je suis prête, papa. Allons-y. Ne faisons pas attendre le marié. » Quand Amélie réapparut à l'orée du parc, au bras de son père, un murmure d'admiration s'éleva parmi les invités. Elle était l'image de la perfection. Le port de reine, le sourire délicat, les yeux qui brillaient. Personne, absolument personne, n'aurait pu imaginer la tempête de glace qui se cachait derrière ce regard. Personne ne pouvait voir que chaque pas qu'elle faisait sur l'herbe douce vers l'hôtel fleuri n'était pas un pas vers un avenir d'amour, mais vers un champ de bataille. Louis l'attendait. Quand leurs regards se croisèrent, il lui sourit, un sourire chargé de soulagement et de triomphe. Son léger retard avait suffi à l'inquiéter et maintenant qu'il la voyait marcher vers lui, son ego se gonflait démesurément. « Pauvre petite », pensa Amélie en lisant la suffisance sur son visage. Il a eu peur que son jouet ne se brise avant la fin de la fête. Son père lui serra la main. « Tu es sûr, mon trésor ?» lui chuchota-t-il si bas qu'elle seule put l'entendre. Il avait vu quelque chose dans ses yeux, une ombre fugace qui l'avait alarmé. Amélie se tourna vers lui et lui sourit, cette fois, avec une once de chaleur authentique. C'était le dernier vestige de son ancien monde, la dernière affection sincère avant d'entrer dans la fosse aux lions. « Jamais je n'ai été plus sûre, papa », répondit-elle, et la détermination dans sa voix le rassura, même s'il ne pouvait en comprendre la véritable origine. Arrivé à l'hôtel, Louis lui prit la main. Sa peau était chaude, sa poignée sûre. Autrefois, ce contact l'aurait fait frémir de joie. Maintenant, il lui provoquait un frisson de répulsion, comme si elle avait touché quelque chose de visqueux et de froid. Mais son visage resta impassible. Au contraire, elle se laissa aller à une expression de pure adoration, jouant son rôle à la perfection. « J'ai cru que tu t'étais enfuie », lui murmura-t-elle avec une fausse appréhension. « Tu es la plus belle mariée du monde. »« Yeah !» « Je ne m'enfuis jamais devant les choses importantes, répondit-elle, et ces mots, apparemment doux, étaient chargés d'un double sens qu'elle seule connaissait. L'officiant, un ami de la famille de Louis, commença la cérémonie. Pour Amélie, ce fut une torture. Chaque mot prononcé était une insulte à la vérité, un coup de poignard à son intelligence. Nous sommes réunis ici pour célébrer l'union de deux âmes, Louis et Amélie, qui ont trouvé l'un dans l'autre l'amour, la confiance et le respect mutuel. Confiance, pensa Amélie, tandis que les mots du pari résonnaient dans sa tête. Respect, songea-t-elle, se souvenant de la définition de naïve et provinciale. Un mariage est fondé sur l'honnêteté, sur la capacité à se soutenir mutuellement dans la joie et dans la peine, sur la promesse d'être un refuge sûr. Honnêteté. Le mot la fit presque rire. Elle regarda Louis qui écoutait le discours d'un air solennel, jouant le rôle du fiancé dévoué. Il était un si bon acteur, il aurait mérité un prix, mais elle s'assurait qu'il reçoive la juste récompense. Vint le moment des vœux, Louis commença. Il prit les deux mains d'Amélie entre les siennes et la regarda droit dans les yeux, sa voix profonde et chargée d'une émotion étudiée à la perfection. « Moi, Louis, je te reçois, Amélie, comme mon épouse. Je promets de t'être fidèle, dans la joie et dans la peine, dans la santé et dans la maladie. Je promets de t'aimer, de t'honorer, de te protéger, d'être ton compagnon tous les jours de ma vie. » Pendant qu'il parlait, une partie d'Amélie mourut à jamais. Le petit espoir résiduel qu'il ait pu avoir un malentendu, qu'elle ait mal compris, il s'évanouit. Elle voyait le mensonge dans ses yeux, sentait la fausseté dans chaque syllabe. Il mentait devant Dieu, devant leur famille, devant elle, et il le faisait avec une habileté terrifiante. C'était maintenant à son tour. Un silence chargé d'attente s'installa sur le parc. Ses parents la regardaient, le souffle suspendu. Les parents de Louis, assis au premier rang, avaient un air satisfait. L'affaire était presque conclue. Amélie prit une inspiration lente. Elle leva son regard vers Louis, puis, d'une voix claire, douce mais ferme comme l'acier, elle récita sa partie. « Moi, Amélie, je te reçois, Louis, comme mon époux. Je promets de t'être fidèle, dans la joie et dans la peine, dans la santé et dans la maladie, et de t'aimer et de t'honorer tous les jours de ma vie. » Mais en son fort intérieur, chaque mot était un serment différent. Je promets de te faire ressentir la même humiliation que tu m'as fait subir. Je promets d'honorer la vérité. Je promets de te faire regretter ce jour pour le reste de ta vie. L'officiant sourit, ignorant du drame silencieux. Et maintenant, la question rituelle. Louis, voulez-vous prendre Amélie ici présente comme votre légitime épouse pour l'aimer, l'honorer et la respecter jusqu'à ce que la mort vous sépare ?
Oui, je le veux, dit Louis sans une seconde d'hésitation. Et vous, Amélie, voulez-vous prendre Louis ici présent comme votre légitime époux pour l'aimer, l'honorer et le respecter jusqu'à ce que la mort vous sépare? C'était le moment, le dernier carrefour, le point de non-retour. Elle pouvait dire non, elle pouvait tout détruire à cet instant. Mais ce serait une victoire à moitié, un drame confus. Son plan exigeait plus de courage, il exigeait un sacrifice final. Elle fixa Louis dans les yeux, sans ciller. Elle laissa le silence s'étirer une seconde qui dut paraître une éternité à Louis. Puis, avec un léger sourire sur les lèvres, elle prononça le mot qui allait sceller son destin et sa condamnation. Oui. Un tonnerre d'applaudissements explosa parmi les invités. Louis, visiblement soulagé, lui passa l'alliance au doigt. Ses mains tremblaient légèrement. Puis ce fut le tour d'Amélie et son geste fut ferme, précis. Le baiser qui suivit fut froid, le contact de leurs lèvres un simple acte scénique. Alors qu'ils se tournaient pour faire face à la foule en fait mari et femme, Amélie savait que le plus difficile était passé. Elle avait surmonté l'épreuve. Elle n'était plus seulement Amélie. Elle était Madame de Villiers. Et Madame de Villiers était prête à commencer la fête. Sa fête. Le dîner de noces se déroulait dans une atmosphère de rêve. De longues tables impériales serpentaient sous les platanes centenaires, d'où pendaient des centaines de petites lumières, créant un ciel étoilé artificiel. La nourriture était exquise, le vin coulait à flot, et l'orchestre jouait des mélodies si douces qu'elles semblaient faire partie du paysage. Amélie était assise à la table d'honneur, à côté de Louis, et jouait son rôle avec une maîtrise qui la surprenait. Elle souriait, répondait aux félicitations, laissait son mari lui tenir la main et lui chuchoter à l'oreille des commentaires spirituels sur les invités. Aux yeux du monde, ils étaient l'image du bonheur. Mais en elle-même, Amélie était un désert de glace, attendant le bon moment. Après le plat principal, les discours commencèrent. Le premier fut Grégoire, le témoin de Louis, qui porta un toast plein d'esprit et d'anecdotes sur leur amitié, dépeignant Louis comme un conquérant irrésistible, mais qui avait finalement été conquis par la seule femme capable de lui tenir tête. Amélie l'écouta sans trahir la moindre émotion, remarquant comment il évitait soigneusement son regard. Puis son père parla. Son discours fut bref, ému, plein d'un amour sincère pour sa fille et d'affection pour le gendre qu'il croyait la rendrait heureuse. Un instant, le cœur d'Amélie vacilla. Elle allait infliger une terrible douleur à ses parents aussi, mais elle savait que la vérité, aussi brutale soit-elle, valait mieux qu'une vie construite sur un mensonge. Finalement, Louis se leva. Il était dans son élément. Avec son charisme naturel, il capta immédiatement l'attention de tous. Il remercia les invités, ses parents, puis se tourna vers les parents d'Amélie, les remerciant d'avoir élevé une femme si spéciale et si pure. Enfin, il se tourna vers elle, prit sa coupe et éleva la voix pour que tout le monde puisse l'entendre. « Et maintenant, dit-il, la voix brisée par une fausse émotion, je voudrais porter un toast à la femme qui a changé ma vie, à mon épouse Amélie. Avant de te rencontrer, je pensais que le bonheur était une conquête. Tu m'as appris que c'est une reddition. Je me rends à toi, à ton cœur, à ta bonté d'âme. Tu es mon port d'attache et ma plus grande aventure. » Il conclut en levant sa coupe. « À toi, mon amour, la seule femme que j'ai jamais aimée et que j'aimerais pour toujours. » Des applaudissements nourris emplirent l'air. De nombreux invités avaient les yeux humides. Louis se rassit, visiblement satisfait de sa performance, et lui serra la main sous la table comme pour dire « Tu as vu, je suis parfait. » Amélie attendit que les applaudissements se calment. Puis d'un mouvement lent et délibéré, elle fit teinter légèrement sa fourchette contre son verre de cristal. Un petit son qui miraculeusement imposa le silence. Elle se leva. Tous les yeux étaient tournés vers elle, la mariée radieuse. « Merci à tous », commença-t-elle, sa voix claire et musicale comme toujours. Elle remercia ses parents pour leur amour inconditionnel, puis se tourna vers ses beaux-parents. « Merci de m'avoir accueilli dans votre famille ». Puis son regard se posa sur Louis. Son sourire était doux, mais ses yeux étaient des lames. « Louis, mon amour, tes mots étaient inoubliables, si pleins de sentiments. Et ils m'ont fait penser qu'il est juste ce soir que tous nos proches ici présents connaissent la véritable et extraordinaire profondeur de notre histoire d'amour. » Pas la version que tout le monde croit connaître, mais l'histoire réelle, celle qui a commencé il y a précisément un an lors d'un dîner entre amis. Louis, qui la regardait avec une expression de fierté, se radit. Une ombre d'inquiétude passa dans ses yeux. Grégoire et Philippe, ses témoins, échangèrent un regard nerveux. Amélie continua, sa voix toujours calme, mais maintenant avec une inflexion tranchante que personne ne lui avait jamais entendue. Vous voyez, notre amour n'est pas né d'un coup de foudre. Il est né de quelque chose de bien plus concret et puissant. Un pari. Le mot tomba sur l'assemblée comme une pierre dans un étang. Un murmure confus serpenta entre les tables.
Oui, un pari, répéta-t-elle, scandant bien le mot, son regard se déplaça vers les témoins. Une caisse de votre château Pétrus préféré, si je ne m'abuse. L'objectif était assez simple, le grand Louis de Villiers réussirait-il, en moins d'1 an, à faire tomber amoureuse et à mener à l'autel la fille simple et provinciale, tout en art et bons sentiments? Elle répéta leurs propres mots avec une précision glaçante. Le visage de Louis devint aussi blanc que le lin de la nappe. Grégoire semblait sur le point de s'étouffer. « Et je dois reconnaître que mon mari est un homme de parole », continua Amélie, un sourire glacial plissant ses lèvres. « Il a gagné. Il a joué son rôle à la perfection, avec un dévouement digne d'un grand acteur, mais son ambition, voyez-vous, va bien au-delà d'un simple pari entre amis. Il a joint l'utile à l'agréable. » Elle s'adressa directement au père de Louis, dont l'expression était passée de la satisfaction à la fureur glaciale. « Il a utilisé la confiance que ma famille a placée en lui, le futur gendre, pour convaincre mon père de lui céder cette petite insignifiante parcelle de terrain sur la côte, juste celle qu'il fallait à votre société pour lancer votre nouveau grand projet hôtelier. » Maintenant, un silence de mort régnait sur le domaine, on n'entendait plus que le chant des cigales. Amélie leva sa coupe, et donc je voudrais conclure avec un toast. Pas à nous, pas à notre avenir, mais à mon mari. Un homme au talent extraordinaire, capable de transformer n'importe quoi, même le cœur d'une personne, en profit. Félicitations, Louis, tu as gagné. Elle laissa son verre suspendu en l'air, les yeux fixés sur ceux terrifiés de Louis. Son toast ne fut suivi d'aucun tintement, seulement d'un silence absolu, lourd de scandale et d'humiliation. La fête était terminée. Le silence qui suivit le toast d'Amélie fut plus assourdissant que n'importe quel applaudissement. Pendant un long, interminable instant, personne ne bougea. Les invités étaient figés, leur visage une mosaïque d'incrédulité, de choc et d'embarras. Les serveurs s'étaient arrêtés en plein service, les carafes d'eau suspendues en l'air. L'orchestre, qui s'apprêtait à reprendre, resta les archets levés en attente d'un signal qui ne viendrait jamais. Le premier à réagir fut le père de Louis, monsieur de Villiers. Pas de geste théâtral, il se leva lentement. Son visage, auparavant jovial et satisfait, était maintenant un masque de fureur glaciale. Il ne regarda même pas Amélie, ses yeux petits et durs, comme des éclats d'obsidienne, se plantèrent sur son fils. Et dans ce regard, il n'y avait pas de déception pour sa cruauté, mais un mépris total pour sa stupidité, pour s'être fait prendre. « Idiot !» siffla-t-il d'une voix si basse que seuls ceux de la table d'honneur purent l'entendre. « Tu as tout gâché. » Bah. Ce fut comme si ce mot avait rompu le sortilège. Soudain, le chaos explosa. Un murmure feutré devint un vacarme de chuchotements. Les gens se mirent à parler, à pointer du doigt, à secouer la tête. Certains invités, surtout ceux liés au monde des affaires des de Villiers, commencèrent à se lever, mal à l'aise, cherchant une échappatoire discrète à ce scandale public. Louis sembla enfin sortir de sa torpeur. Son visage était un masque de rage et d'humiliation. Il se leva d'un bond, sa chaise tombant en arrière avec un bruit sec. « Comment as-tu osé » hurla-t-il à l'adresse d'Amélie, sa voix stridente et méconnaissable. « Tout gâché de cette façon. Pour qui te prends-tu » Il fit un pas pour lui saisir le bras. Mais le père d'Amélie fut plus rapide. Il s'interposa entre eux, un homme doux, transformé en lion protecteur. « N'ose même pas toucher à ma fille, dit-il avec un calme menaçant qui surprit tout le monde. À côté de lui, la mère d'Amélie regardait les de Villiers avec un mépris si flagrant que c'en était presque une agression physique. Leur famille, petite mais unie, avait fait bloc autour d'elle. Amélie ne se décomposa pas. Elle ne gaspilla ni larmes ni cris. Elle regarda l'homme qu'elle avait failli épouser et pour la première fois, elle le vit pour ce qu'il était, un enfant gâté à qui on venait de casser son jouet préféré. Sa colère n'était pas pour la douleur qu'il lui avait causée, mais pour l'humiliation qu'il subissait. Avec un calme qui glaça tous les présents, elle prit la parole, sa voix claire s'élevant au-dessus du chaos. Elle s'adressa à monsieur de Villiers, ignorant complètement son fils. « Ne vous inquiétez pas, monsieur, dit-elle avec une courtoisie formelle plus tranchante qu'une insulte. Je n'ai aucune intention de rester dans cette famille 1 minute de plus que ce qui est strictement nécessaire. » Elle marqua une pause, s'assurant d'avoir l'attention de tous. Mon avocat a déjà reçu un courriel de ma part avec des instructions précises. Demain matin, à la première heure, il déposera au tribunal une demande d'annulation du mariage pour fraude et vice du consentement. Un autre frisson parcourut la foule. Annulation, fraude. Les mots étaient lourds, légaux, définitifs. Et que ce soit clair, ajouta-t-elle, regardant dans les yeux d'abord le père, puis le fils, je ne veux pas un seul centime de votre argent. Je n'ai jamais rien voulu qui vous appartienne.
Son regard se durcit, sauf une chose que, de toute évidence, votre famille ne possède pas et n'est pas en mesure d'offrir le respect. Sur ces mots, elle retira de son doigt l'alliance que Louis lui avait mise à peine 1 heure plus tôt. Elle la posa délicatement sur la table, à côté de sa coupe de champagne encore intacte. Un petit geste qui fut comme un point final, un rideau tombant sur la tragédie. Elle se tourna vers ses parents. « Rentrons à la maison », dit-elle simplement. Elle ne regarda pas en arrière. Elle n'accorda pas à Louis un dernier regard, ne se soucia pas des visages stupéfaits des invités, ni du désastre qu'elle laissait derrière elle. La tête haute, le dos droit, elle commença à marcher, s'éloignant de la table d'honneur. Son père passa un bras protecteur sur ses épaules, sa mère lui prit la main. Ensemble, les trois traversèrent la longue allée d'herbe entre les tables, unis, dignes. Ils quittèrent la fête, sortant de la bulle de lumière chaude, pour entrer dans l'obscurité fraîche et silencieuse de la nuit provençale, laissant derrière eux le château de cartes qui s'était effondré et l'homme qui, de roi de la fête, était devenu le gardien solitaire et humilié de ses ruines. 1 an passa, une année au cours de laquelle les saisons changèrent le visage de la campagne provençale et où la vie, comme toujours, suivit son cours, emportant avec elle les conséquences de chaque action. Le scandale de ce que les journaux locaux avaient surnommé le mariage de la vengeance ne s'apaisa pas rapidement. Pour la famille de Villiers, ce fut un désastre d'image dont il fut difficile de se remettre. L'annulation du mariage fut accordée en un temps record, étant donné l'évidence écrasante de la fraude morale. La famille propriétaire du terrain sur la côte, dégoûtée par le comportement des de Villiers, interrompit toute négociation et en rendit publique la raison, nuisant davantage à leur réputation. De nombreux partenaires commerciaux, dans un monde où l'honneur et la parole donnée ont encore un certain poids, commencèrent à regarder avec méfiance un nom désormais associé à une tromperie aussi flagrante. Leur empire ne s'effondra pas, mais il se fissura, perdant ce lustre de respectabilité qui valait plus que n'importe quel contrat. Louis devint un paria. L'arrogance qui était autrefois prise pour de l'assurance semblait maintenant pathétique. C'était un prince dont le royaume s'était réduit à une poignée d'amis superficiels, les seuls encore disposés à fréquenter un homme dont la parole valait moins que 0. Et Amélie ne s'enfuit pas. Mais elle choisit de s'éloigner un temps, non pour se cacher, mais pour se retrouver. Juste après l'annulation, elle partit pour Paris, la ville lumière. Là, pendant 6 mois, elle travailla comme apprentie dans l'un des plus importants ateliers de restauration du Louvre, là même où sa mère avait appris le métier des années auparavant. Elle se plongea dans le travail avec un dévouement total. Jour après jour, avec la patience et la précision d'un chirurgien, elle apprit à soigner les blessures du temps sur la toile, à redonner vie à des couleurs que l'on croyait perdues, à recomposer la beauté là où il n'y avait que déchirure et obscurité. Et en guérissant ses œuvres d'art, sans presque s'en rendre compte, elle se guérissait elle-même. Elle retourna à Aix-en-Provence, non plus comme la jeune fille au cœur brisé, mais comme une femme avec un projet. Avec ses économies un petit prêt, elle loua un local au cœur du centre historique, un vieil entrepôt aux voûtes en étoile qu'elle transforma en un atelier lumineux et accueillant. Elle l'appela Renaissance d'Art, un nom qui était à la fois une promesse et une déclaration. Son atelier devint rapidement une référence. Son habileté, héritée de sa mère mais affinée par une passion nouvelle et féroce, était indéniable. Les gens lui confiaient leurs trésors de famille, les peintures ternies par le temps, les statues ébréchées, et elle les leur restituait dans leur splendeur d'antan. Sa réputation ne reposait pas sur un nom de famille ou un mariage de convenance, mais sur son talent, son honnêteté, sa force. Un soir de fin d'été, Amélie était dans son atelier. La lumière dorée du coucher de soleil entrait par la grande porte vitrée, illuminant la poussière qui dansait dans l'air comme de minuscules étoiles. Elle travaillait sur le portrait d'une noble du XVIIIe siècle, redonnant de la lumière à ses yeux mélancoliques. La radio diffusait de la musique classique à bas volume et de la rue parvenaient les voix joyeuses des passants. Un client âgé, venu récupérer une petite icône sacrée, la regardait travailler avec admiration. « Mademoiselle, lui dit-il, vous ne réparez pas seulement des objets, vous réparez des souvenirs. Vous avez les mains d'un ange et la force d'une reine. » Amélie se tourna et lui sourit. C'était un sourire vrai, plein, qui illuminait tout son visage. Un sourire qui n'avait plus d'ombre. À cet instant, entourée par la beauté qu'elle était elle-même capable de créer et de sauver, elle comprit qu'elle avait gagné son pari le plus important. Pas celui contre Louis, mais celui avec elle-même. Elle avait transformé la plus grande des douleurs en sa plus lumineuse force, prouvant à elle-même et au monde que sa valeur n'avait jamais été entre les mains d'un homme, mais qu'elle avait toujours été et serait toujours uniquement entre les siennes.
l'histoire d'Amélie nous enseigne une puissante leçon. La vraie force ne se mesure pas à la dureté de notre chute, mais à la manière dont nous choisissons de nous relever. Parfois, les plus grandes déceptions ne sont pas la fin de notre histoire, mais le début inattendu de la véritable, celle où nous en devenons enfin les protagonistes.